j'ai plusieurs activités dans ma vie et particulièrement une qui est une société de conseil qui s'appelle FADA, conseil stratégique sur tout ce qui est médias sociaux et digital et innovation digitale. Donc l'idée, c'est d'accompagner marques et entreprises dans leur mutation numérique et les aider à comprendre un peu ce grand fatras qu'est le digital, et notamment, entre autres, les médias sociaux. J'interviens depuis plusieurs années dans ce cycle de formation, et où je fais particulièrement deux choses. Tout un cycle, toute une intervention sur tout ce qui est métrique et KPI, et puis une autre qui est sur du coaching de vos digital business case et des innovations à ne pas rater. Et puis à côté de ça, j'ai aussi une société de production qui s'appelle Wiscope, qui est une société dédiée à la production de podcasts conversationnels live, vidéo et photo, vidéo et audio, pardon. Donc autrement dit, on produit de la vidéo ou de l'audio en direct pour n'importe quelle marque sur des plateformes, quelles qu'elles soient, du Facebook, du Twitch, du Periscope, du ce que vous voulez, de l'Instagram. On sait faire tout ça. Voilà, entre autres. Alors, 5 choses à savoir sur votre choix de stratégie de réseaux sociaux. Vous allez voir, il y a des choses bien sûr qu'on a déjà dit, mais la première chose qu'il faut retenir, c'est tout ce que je vais vous raconter maintenant sont des histoires vraies. Ce que je veux dire par là, c'est comme ça fait plusieurs années que j'interviens dans ce cycle, eh ben, j'ai amassé pas mal d'histoires, et ce que je vais vous raconter là un peu, c'est les redondances, les récurrences que j'ai pu noter. La première d'entre elles, c'est que c'est d'ailleurs la question que Adrien vous a posée au tout début. C'est pourquoi vos entreprises sont sur les réseaux sociaux. Et j'ai noté que pas grand monde ne levait la main ou ne répondait. Et en fait, très sincèrement, entre nous, en fait, c'est le fameux why de Simon Sinek. Moi, je suis encore marqué par le fait qu'effectivement, la plupart des gens qui viennent dans cette formation, et puis en général, les entreprises qui sont sur les réseaux sociaux, lorsqu'on nous pose la question de « il faut qu'on y aille », moi, ce que je note, c'est qu'en fait, les gens ne savent pas pourquoi. On ne sait vraiment pas pourquoi. En gros, c'est il faut qu'on y soit. Alors pourquoi? Oui, on va vous dire parce qu'on veut faire de la notoriété. En fait, c'est des réponses qui sont très souvent génériques. On veut être connu, on veut faire de la notoriété, on veut embaucher. Bon, voilà. Mais en fait, ça reste très générique. Et le pourquoi profond n'est jamais vraiment mis en œuvre. On n'est jamais vraiment réfléchi. Et il y a toujours un peu cette sensation de suivisme qui émerge. Et plus le temps passe, et plus en gros, pour celles qui ne s'y sont pas mis, il faut s'y mettre. Donc il y a cette sensation de il faut qu'on y aille. Donc un peu une sorte de pression quelque part. Et outre le fait qu'en plus, oui, il faut qu'on soit partout, parce que comme on n'y est pas, il faut qu'on soit de plus en plus présent, ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie. Justement, il vaut mieux éventuellement être plus sélectif, mais ça, on va y revenir. Donc en clair, ce que je note, c'est que le pourquoi est quelque chose aujourd'hui qui est hyper important. Ça a l'air tout bête, ce que je vous dis, mais je vous jure que ça fait des années que je fais ce métier. Et franchement, je suis encore surpris par le fait qu'on commence par le what, c'est-à-dire en gros ce qu'on veut faire. En gros, on commence par la solution, pour faire simple. Le comment, on va sur les réseaux sociaux. Après, on va aller sur LinkedIn parce que c'est un truc pro. On va aller ailleurs parce que c'est l'endroit où il faut aller. Et puis le pourquoi, très souvent, on passe à côté. Alors que, très clairement, se demander si on veut être sur les réseaux sociaux, je vais vous donner un exemple très simple que j'ai vécu, qui est que très souvent, les boîtes vont sur les réseaux sociaux, et puis au bout d'un moment, ils disent oui, mais les gens nous contactent, et ils nous contactent pour faire du service après-vente, ils nous posent des questions. Et vous leur répondez non, parce qu'on n'est pas là pour ça. Enfin, on n'est pas caréné pour ça. On n'y est pas allé pour ça, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait y trouver. Et conclusion, on nous demande ça, mais on n'est pas prévu pour ça, parce qu'en fait, c'est dans le service à côté. Donc ça, c'est le foirage attendu. Autrement dit, parce que les bonnes questions ne se sont pas posées au début. Et vraiment, si vous faites ce cycle de formation, ce que je vous conseille de faire, la première question qu'il va falloir se poser, c'est le pourquoi. Et les réponses vous viendront bien sûr au fil de l'eau. La deuxième question, le deuxième point à retenir, à mon sens, dans votre stratégie 2019, c'est être cohérent. Quand je dis être cohérent, les entreprises sont ce qu'elles sont. Vous n'allez pas refaire le monde, autrement dit, vous avez des silos. Et elles ont beau dire qu'elles sont agiles et qu'elles essaient de transversaliser, c'est un mensonge, c'est des silos qui existent parce que chacun a son territoire et c'est bien, ça existe, c'est comme ça. Il y a la com, il y a le marketing, il y a différents éléments. Et puis très souvent le digital, on le met un peu là où on peut, ou là on pense que ça peut être mieux, ça peut être à la com, ça peut être au marketing, ça peut être ailleurs. Le problème du digital, c'est que, et particulièrement des médias sociaux, c'est qu'en fait, pour vous faire une métaphore, c'est de l'eau. C'est fluide. Autrement dit, si je vous renverse de l'eau et que je vous le mets là juste devant la porte, vous avez beau faire ce que vous voulez, a priori, elle va passer sous la porte. Vous aurez beau essayer de mettre des serviettes, ça va passer au bout moment, ça va fuiter. Ça va passer de l'autre côté et vous n'y pourrez rien.
Eh ben, c'est exactement pareil. Les médias sociaux, l'usage des médias sociaux, c'est exactement pareil. C'est pas parce que vous dites on veut faire de la relation client que vous n'allez pas avoir des gens qui vont venir vous parler d'autre chose sur cette plateforme, que ce soit Facebook, Twitter, ce que vous voulez, et il va falloir répondre. Et donc la question, le problème très souvent, et j'ai eu le cas à nouveau, récemment, dans une des dernières formations, quelqu'un qui me disait, on est allé en ligne, je ne vous dirai pas quelle société, mais on est allé en ligne pour faire du e-commerce, et puis finalement on s'est rendu compte que, enfin plutôt non, pas du e-commerce, plutôt de la notoriété, et finalement on s'est rendu compte que les gens voulaient se renseigner comment dirais-je, auprès de nous, pour des choses qu'on pouvait leur vendre. C'est une société de spectacle, pour faire simple. Et donc, pour faire simple, si vous voulez, eux voulaient pousser plus les offres spéciales qu'ils pouvaient mettre en avant. Et finalement, ils se sont rendus compte que les gens venaient les chercher pour autre chose. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les gens en face pour répondre. Parce que simplement, ça n'avait pas été mis au bon endroit. Et parce que la personne qui gérait ça n'avait pas la main sur les bonnes personnes qui pouvaient répondre. Alors, ils sont intelligents, ils sont mis autour d'une table, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand un message, pour faire simple, arrive sur Messenger, Facebook Messenger, il arrive chez quelqu'un, qu'il passe à quelqu'un d'autre, en fonction de la réponse, qui lui-même va le traiter, qui va peut-être vous répondre par mail, éventuellement. Parce que la personne ne répond pas sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas son domaine d'accréditation. Donc, elle va passer par ce qu'elle a le droit de gérer, c'est un mail. Ce que je vous raconte là, c'est d'une banalité affligeante. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est que de l'extérieur, le consommateur client, lui, il s'en fiche complètement. Ce qu'il voit, c'est une marque. Et aujourd'hui, pour lui, cette marque, elle est unique, elle est congruente, elle est cohérente, elle a son ensemble. Et elle s'en fiche de savoir comment c'est structuré derrière. Elle se fiche de savoir les arcanes de l'histoire. Que de savoir qu'il y a 10 personnes autour d'une table qui doivent répondre à un message. Ce qu'elle veut, c'est une réponse rapide et comment dirais-je, performante, autrement dit, qui soit logique par rapport à ce qu'elle demande. Et elle ne veut pas savoir, à qui elle a parlé, ou que savoir que là-bas la patate chaude est passée entre trois mains. Ce que je vous raconte là, c'est à nouveau le fait que ce que je constate, c'est que alors qu'on est en 2019, les médias sociaux viennent bousculer les organisations. C'est ce qu'on appelle transformation digitale, hein. Et tout simplement, très souvent, pose des problèmes. Et quand je dis que ça pose des problèmes, c'est que ça peut limiter l'ambition de la mise en œuvre de ces médias sociaux dans leur puissance. Parce que si ça atterrit pas au bon endroit, j'ai eu le cas pas plus tard que hier, je déjeunais avec un de mes amis qui me dit j'ai failli être recruté pour une grande chaîne d'hôtels pour le e-commerce. Mais quand j'ai commencé à expliquer à la personne qu'il fallait gérer les réseaux sociaux comme ci, comme ça, parce qu'en plus c'est une chaîne d'hôtels et ils n'avaient pas mis sur le compte Twitter de Paris, ils n'avaient pas mis la photo de l'hôtel de Paris, on m'a pas pris parce qu'on m'a expliqué que c'était au marketing et que c'était pas mon domaine de juridiction. Donc s'ils allaient m'embaucher, ils avaient peur de marcher sur le territoire de la personne du marketing, donc ça allait faire des ordres, donc on préférait pas le recruter. C'est pour vous dire où on en est aujourd'hui, si vous voulez, dans certaines entreprises, et c'est une réalité. Donc sachez que si vous allez travailler sur les médias sociaux et mettre en place une stratégie, ça veut dire bousculer les choses autour de la table. Troisième élément, ne cédez pas à une mode. Je vous en prie, ne cédez pas à une mode. Quand je dis ne cédez pas à une mode, c'est pas parce que TikTok est la mode qu'il faut y aller. C'est pas parce que les chatbots étaient à la mode l'année dernière qu'il faut en faire un. Toujours dans cette formation, j'ai eu le cas de quelqu'un qui me disait on va faire du recrutement. Je dis ok, super. On va faire du recrutement et donc ce qu'on voudrait faire, c'est des petites vidéos. Des petites vidéos d'entretien de gens qui sont chez nous pour dire que voilà, alors c'est une société, je ne vous dirai pas laquelle, qui, du propre aveu de la personne, avait besoin de rajeunir les personnes. Et surtout, les gens ne savaient pas qu'il y avait des jeunes chez eux. Autrement dit, qu'il y avait des postes qui pouvaient être intéressants et qui pouvaient intéresser des jeunes diplômés. Donc ils voulaient faire des vidéos, tout simplement. Okay. Puis elle me dit, très bien, en fait, je veux savoir comment on filme avec un iPhone. Est-ce qu'on peut faire ça avec un iPhone proprement tout? Oui, c'est faisable. Je dis, mais pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous débloquer un budget? Faire des vidéos, c'est pas la mort. Quoi. Je veux dire, vous pouvez trouver quelqu'un, un free, qui va vous faire des trucs à peu près propres, avec un son propre, une image propre, et ça va pas être, ça va pas être un budget de folie, quoi. Et en fait, elle m'expliquait, le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Par contre, j'ai mon boss qui vient d'arriver, qui est tout nouveau, tout beau, qui en fait veut investir dans un chatbot de recrutement. Je vous dirai pas le prix, mais c'était cher. Et le problème, c'est que parce qu'il pense que c'est bien et il pense que ça va nous donner une image neuve. Ça va dans le sens de ce qu'il voulait faire. Ça va nous donner une image innovante, neuve, etc. Et je dis ouais, mais le problème c'est qu'en fait, non seulement les chatbots c'est à la mode, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher derrière. Puis faire un vrai chatbot, si vous voulez vraiment un chatbot qui fonctionne, pas comme celui-là, si vous le lisez, c'est de l'anglais, désolé, mais j'ai cherché en français, il y en a des fails en français. Mais vous voyez, un chatbot qui marche moyen, c'est quand vous lui demandez la météo, il vous demande où, vous lui répondez ce week-end dans le Queens par exemple, il vous répond la météo du moment.
La personne répond mais oui, mais ce week-end, et elle répond excusez-moi, et puis finalement, elle ne comprend pas la réponse. Faire un bon chatbot, par exemple, sur Facebook, eh ben, ça nécessite une bonne base de données derrière. Voilà. Si vous n'avez pas la base de données, vous avez un machin qui est bête. Donc, par conséquent, vous avez l'année dernière, il y a 2 ans, des boîtes qui ont vendu de la techno et qui ont dit c'est génial, regardez ce qu'on peut faire. Bien sûr, Facebook disait en plus c'était le truc sur lequel il fallait aller, en disant ça va marcher, vous allez voir, c'est génial. Alors qu'en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que vous mettez dans la machinerie derrière. Et si vous n'avez pas une bonne base de données, vous avez un truc qui est idiot. Et ben voilà, il se trouve que cette personne-là n'avait pas de budget, n'avait pas 3 000 € pour faire des vidéos. Par contre, ils allaient dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un chatbot pour dire que super, ça va être à la mode. Et super, ça fera un très bel argument PowerPoint pour dire on est innovant. Alors que très sincèrement, je serais curieux de voir les chiffres d'utilisation de ce fameux chatbot versus ce qui aurait pu être intéressant à mettre en œuvre avec une vidéo et un call to action qui va bien derrière pour récupérer des profils. Donc ne cédez pas à une mode, prenez du recul par rapport à ça. Ne vous laissez pas aveugler par la dernière technologie venue. Soyez au bon endroit. Alors justement, je vous disais l'histoire de TikTok. Voilà, soyez au bon endroit parce qu'on commence à voir sortir des trucs du genre il faut être sur TikTok, c'est le nouveau truc, le must-have, the place to be, etc. etc. Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Pour être tout à fait honnête avec vous, oui, voilà, comme disait Laurent, ils commencent à mettre en œuvre des trucs commerciaux. Il y a peut-être des coups à jouer. Oui, très certainement. C'est le Far West, donc il y a certainement des coups à jouer. Mais très sincèrement, c'est pas parce que c'est le nouveau truc. Voilà, si vous lisez, voilà, c'est quoi? On a besoin d'une stratégie TikTok. C'est le nouveau truc à la mode. Tout le monde en parle. C'est digital first, c'est Gen Z, c'est viral. Et qu'est-ce que c'est que TikTok? On n'en sait rien, mais c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie. Alors, c'est pas faux quelque part. L'idée, c'est de dire, il faut pas non plus vouloir rater le train. Alors, c'est vrai. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui émerge. Mais ça ne veut pas dire que ce qui émerge peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Laurent le disait, on peut faire du recrutement sur Facebook. Et j'ai même des boîtes qui me disent, à la rigueur, LinkedIn ne m'intéresse pas parce que mon public, il est ailleurs. Okay, ou inversement, on pourrait dire non, moi il faut absolument que je sois sur Pinterest parce que ce que je propose marche bien. Ou d'autres vont vous dire je vais être que sur Instagram parce que franchement ça cartonne super bien et j'ai pas besoin d'être ailleurs parce que j'ai pas les moyens d'être ailleurs aussi. Il y a aussi cet élément-là qui est important. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources pour être ailleurs. Donc je préfère être à un petit endroit et bien le faire plutôt d'être à plusieurs endroits. Ça c'est aussi une question qui est importante. Il ne faut pas forcément vouloir pas être partout, il vaut mieux être au bon endroit. Alors, ce que je vous raconte là, je le sais parce que je le vois à chaque fois. Les gens me disent je pense être là, et puis j'ai une liste à chaque fois à l'après-vert. Et la question de fond derrière, c'est qu'est-ce que vous voulez faire derrière? Quels sont les bons KPI aussi qui sont intéressants pour vous? Quelles sont les bonnes métriques qui peuvent être intéressantes pour vous? Qu'est-ce que vous voulez en retirer pour faire simple? Et puis ensuite derrière, peut-être que cet endroit-là, il faut peut-être pas l'actionner tout de suite parce que c'est pas forcément ce qui est prioritaire pour vous. Donc, soyez au bon endroit, prenez le temps. Il y a des incontournables, comme je vous le disais, effectivement. Voilà, prenez Facebook, c'est un centre commercial. Il faut peut-être y être. Même, il y a des chances. Mais inversement, je prends un exemple tout bête. Être au bon endroit, ça peut être aussi de dire, peut-être qu'il nous faut un site web performant. Parce qu'avoir une super stratégie commerciale, c'est top. Enfin, sur les réseaux sociaux, c'est top. Mais si derrière, on n'a pas le bon site web qui nous permet de récupérer les bons leads ou les bonnes informations, qui nous permet d'aller au bout de ce qu'on veut faire, et que ça se casse à l'endroit où on fait la bascule et la conversion, peut-être que ce n'est pas la bonne idée. Et peut-être qu'il faut aussi inclure dans notre stratégie média sociale quelque chose qui va bien sur notre site web, par exemple. Moi, je vois des boîtes aussi qui mettent en place des messengers, qui intègrent le messenger Facebook sur leur site web. Il n'y a jamais personne qui répond. Ne le mettez pas. Ça ne sert à rien. C'est déceptif. C'est ça le point qui est important. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Alors, si on parle de KPI très spécifiquement ou de mesures, tiens, question. On ne va pas faire A ou B, mais question. D'après vous, quel est le temps moyen de visionnage d'une vidéo YouTube? Le temps d'attention moyen d'un visionnage d'une vidéo YouTube. Alors, 30, 15, 10. Alors 3, qui a dit 3? 3. C'est dur, là. On n'en est pas encore là. Ok, alors, c'est 7 secondes. Vous avez 7 secondes pour convaincre. Et d'ailleurs, pour vous convaincre de cela, si vous regardez si vous allez sur YouTube et que vous cherchez une bande-annonce de film, français comme américain, vous allez remarquer qu'il y a un nouveau truc qui est sorti. C'est la bande-annonce de la bande-annonce. C'est en fait, maintenant, quand vous regardez les bandes-annonces de films, vous avez, avant la bande-annonce, une sorte de micro-résumé qui
prend le plus, comment dirais-je, le plus percutant pour vous donner envie de regarder la bande-annonce. Si vous regardez la durée de cette pré-bande-annonce, elle est très exactement de 7 secondes. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, on a 7 secondes et il faut, au bout de ces 7 secondes, accrocher pour que les gens regardent derrière 30 secondes ou une minute. Enfin, engagent sur la lecture de 30 secondes ou une minute, parce qu'ils n'iront pas forcément jusqu'au bout. Donc, outre le fait qu'on se rapproche près de l'attention d'un poisson rouge, le fait est que, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui encore, quand on parle de vidéo YouTube, par exemple, mais je peux vous parler de plein d'autres choses, on ne va pas s'arrêter à ce que je viens de vous dire là. On va dire combien elle a fait de vues ma vidéo. Et en fait, très souvent, et je vous le dis d'ailleurs, soit en passant, ne vous arrêtez pas aux arguments de société qui vous disent super, on a fait des millions de vues, etc. Ok, la question c'est quel est le plan média derrière? Combien vous avez mis d'argent? Ouais, très clair. Parce que non, les vidéos YouTube qui marchent toutes seules, qui font de la viralité, sauf si elles sont extraordinaires, comme le chasseur par exemple de Bic. Oui, celle-là est extraordinaire et elle marchera fabuleusement bien parce qu'elle est conçue, elle a tous les ingrédients pour être virale. Mais en général, 90% des vidéos ne sont pas faites pour être virales. Et donc la plupart du temps, quand vous regardez les chiffres, en général, il n'y a pas un nombre de folie en termes de visionnage. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, ce sur quoi on s'arrête, c'est combien on a fait de vues, à combien on est de. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'afficher des chiffres. On a besoin de dire que ça marche et que ça marche notre stratégie média sociale. Qu'on l'a faite et qu'il y a des résultats. En fait, ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée, par exemple, c'est de regarder combien de temps les gens ont regardé la vidéo, véritablement. De regarder. Oui. Mais ça, vous ne l'avez pas. Enfin, vous ne l'avez pas en visuel. Vous l'avez dans les stats internes. Donc, il faut aller le regarder. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, en extérieur, si vous faites une stratégie média sociale et que vous devez en plus convaincre auprès des gens qui vous ont donné de l'argent, très souvent, ils vont regarder le nombre de vues. Et ils vont dire, ouais, ça marche pas super ton truc. La question de fond derrière, c'est non, on s'en fiche. On a fait peut-être 1000 vues, mais derrière, il y avait un call to action qui était par exemple de récupérer des CV, toujours dans cette logique de recrutement. On en a reçu tant. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on fait d'habitude. Ou bien, non, quand tu regardes le temps de visionnage réel, les gens ont regardé les 2 tiers de la vidéo. Ça veut dire qu'on a réussi à leur passer ça comme message. Et je préfère avoir 1000 personnes qui ont regardé 30 secondes de vidéo que 10 000 qui ont regardé 3 secondes. Et bien ça, ce que je vous raconte là, c'est qu'il faut aller en profondeur. Et il faut donc ne pas s'arrêter aux apparences. Et donc ça veut dire qu'il faut les tripatouiller dans les statistiques. Il faut les regarder en profondeur, ça. Et très souvent, on ne le fait pas. Par manque de temps, par manque de connaissances aussi. Et donc c'est un des points importants aussi à avoir en tête. Et puis pour finir, parce que c'était quand même aussi le titre, 5 conseils pour 2019. Premier conseil que je vais vous donner, vous allez voir, je me suis lâché sur les animations PowerPoint, c'est fabuleux. Premier élément, Instagram lance Instagram Shopping. Donc Instagram, ça cartonne vraiment, ça marche vraiment pour les marques qui ont quelque chose à montrer. Toujours dans cette formation, j'ai eu l'occasion de former quelqu'un qui lançait sa marque et qui justement m'expliquait, c'était des trucs assez fashion, assez mode, et donc elle me disait, Instagram, moi je le fais seul, mais franchement ça marche bien. Je me prends en photo dans une rue de Paris, quelqu'un me prend en photo, etc. Mais franchement, bien amené, ça fonctionne bien. Et elle avait régulièrement des gens qui allaient sur son site et qui transformaient en vente, tellement bien que ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle a intégré à son site Instagram comme étant une galerie photo. En fait, sa galerie de mode, sa galerie de vente, c'était Instagram sur son site web. Donc c'était très malin. C'est comme ça, elle fusionnait les deux. Et donc typiquement, aujourd'hui, Instagram lance Instagram Shopping. En clair, vous avez un bouton acheter maintenant dans Instagram qui vous permet d'ouvrir la page du site web qui va bien, toujours dans Instagram, et d'aller au bout du funnel d'achat. Donc ça a l'air évident ce que je vous raconte là, mais ça n'existait pas. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va cartonner. Donc ça, c'est un premier élément intéressant à regarder. C'est sorti il y a 10 jours. Deuxième truc, pensez aux communautés privatives. Oui, effectivement, en fait, on constate une montée très très forte, d'où d'ailleurs le pivot qu'est en train de faire Facebook sur la fusion de toutes ces communautés privatives, de toutes ces messageries privatives, Instagram, WhatsApp, Facebook, parce qu'en fait, ils sont en train de tout fusionner. Hein. L'idée étant de faire en sorte que quelqu'un qui est sur Facebook et qui a un contact sur WhatsApp pourra lui parler depuis Messenger Facebook sans ouvrir WhatsApp. Donc il y a une fusion qui est en train de se passer sur ces plateformes, ça va durer 1 an, objectif 2020. L'idée derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, on constate que les gens retournent vers des logiques de communication plus privatives. Autrement dit, avec des cercles de gens divers et variés, qui sont soit des proches, soit des groupes de gens. Donc c'est une logique de communauté, de groupe, ce qui a d'ailleurs prévalu à l'origine de la fondation de Facebook, mais dans une logique de discussion instantanée. C'est ça la différence.
Et donc ça, c'est une vraie tendance. Alors peut-être que les fuites de données, d'ailleurs, dont Facebook est coupable, a peut-être poussé à ça. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on constate ce mouvement-là. Et donc là, il y a quelque chose à faire pour les marques. Parce que ça veut dire que les conversations, les gens seront plus enclins à discuter de manière privative, à seul ou plusieurs, avec une marque, que continuer peut-être à échanger de manière publique sur des walls divers et variés. Donc il y a quelque chose qui se passe autour des communautés privatives, ça pourrait être aussi une discussion privée Twitter, ce que vous voulez, etc. Hein. Autour du privatif, il y a quelque chose qui se passe, qui est intéressant. Pensez au fait que finalement, le fait d'être dans une conversation privative avec quelqu'un, notamment si quelqu'un s'abonne par exemple à vos mises à jour via un Messenger ou un WhatsApp, c'est quelqu'un qui est captif. C'est la newsletter de zéro. Donc, quelque part, c'est une manière d'avoir un taux d'ouverture qui est énorme par rapport à un message que vous posteriez sur une page Facebook dont le taux de reach est en gros naturellement compris entre 1 et 2%. Donc, il y a quelque chose qui est important et intéressant autour de ça. La vidéo, je vous en parlais du live, Twitch. Twitch, ça fait 10 ans que ça existe. Mais c'est un peu comme les podcasts, ça explose maintenant. Twitch, c'est la propriété d'Amazon qui s'est fixé un but dans la vie, tuer YouTube. Et donc, très clairement, aujourd'hui, Twitch est une plateforme qui monte, avec, c'est vrai, des populations plutôt jeunes, avec une caractéristique du live, donc avec une logique conversationnelle directe, mais pas que. Vous pouvez mettre de la vidéo classique, hein, si vous avez envie. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, quelque part, pour moi, comment dirais-je, c'est le petit jeune qui veut essayer de piquer la place à YouTube, quoi, quelque part. Donc, on est un peu dans cette logique-là. Pensez juste au fait que Twitch aujourd'hui, ça ne s'arrête pas au gaming, au e-sport, etc. Ils sont vraiment en train de s'ouvrir sur cette logique d'entertainment au sens large. Donc l'entertainment, c'est très large hein, en termes de vision des choses. Mais ça veut dire aussi que le discours des marques doit s'adapter parce que vous n'utiliserez pas Twitch comme beaucoup de marques utilisent YouTube, c'est-à-dire en gros une bibliothèque de vidéos, pas chère. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Effectivement, il faut vraiment concevoir son message, de manière vraiment bien conçue, notamment conversationnelle. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Periscope. Quand vous parlez de votre produit, qu'en plus vous le faites dans une logique de live, vous n'allez pas le faire de la même manière que si vous le faisiez de manière enregistrée. Et donc il y a la nécessité de vraiment avoir une logique de conversation avec les gens, d'être tourné vers les autres. Et pas dire regardez comme je suis le plus beau. Croyez-moi, pour en produire pas mal de ce genre de vidéos, 90% du temps, la marque veut qu'on parle de son produit, mais alors qu'on lui dit non, parlez de l'esprit, parlez de la, parlez de ce que vous pouvez apporter, raconter une histoire. Ça a l'air bateau ce que je vous dis, mais essayez de vraiment raconter une histoire. Quatrième et avant-dernier conseil, la voix. Comme je vous le disais, c'est un peu comme Twitch. On redécouvre les podcasts, ou les marques plutôt découvrent les podcasts, alors que ça fait 15 ans que ça existe. Hein. Les podcasts, c'est arrivé avec l'iPod. La voix est quelque chose aujourd'hui qui émerge. Pourquoi ? Bon, c'est comme beaucoup d'innovations, il faut du temps pour que ça se mette en place parce qu'il y a la nécessité d'aligner des étoiles par rapport à plusieurs choses. Mais ce qui est intéressant avec la voix, c'est que la voix est moins engageante au sens, mobilisation de sens, que la vidéo. Pour faire simple, la voix, vous téléchargez votre podcast, vous le mettez dans les oreilles, puis vous allez faire votre course à Franprix. Moi, c'est comme ça que j'écoute les podcasts de Canal+, d'Engrenage, par exemple, qui sont passionnants, tout en achetant mes trucs. Si je devais regarder la vidéo, il faudrait que je le nez dessus. Donc, logiquement, il y a une nécessité de captation de l'attention qui est beaucoup plus fort. Alors, bien sûr, si vous arrivez à capter l'attention avec une vidéo, vous démontrez beaucoup plus de choses. Mais on a un temps d'attention qui se réduit parce qu'il se fragmente aujourd'hui. Donc, par conséquent, la voix est quelque chose qui permet, un peu comme la radio qu'on mettait dans la voiture, hein, quelque part, en bande son de fond, c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'aujourd'hui on est sur une autre tendance qui est la notion de la personnalisation et la volonté de vouloir choisir son propre programme. Donc, quelque part, le podcast revient à la mode dans cette logique un peu de radio de zéro. Donc là aussi, il y a des choses à raconter, mais à nouveau, il faut savoir raconter de belles histoires. Il faut vraiment arriver à structurer son récit et pas uniquement dire voilà, je vais vous raconter des choses autour de ma marque. Il faut raconter autre chose. Quand je reprends l'exemple de Canal+, quand Canal+ fait un podcast pour Engrenage, la dernière saison de Engrenage, j'ai discuté avec la prod, je leur dis mais pourquoi vous l'avez fait ? Et que maintenant ? Alors que maintenant, parce que c'était à la mode, ok. Mais surtout parce qu'ils ont des choses à raconter et que l'idée c'était véritablement de donner envie aux gens qui ne connaissaient pas Engrenage de découvrir la série en racontant les coulisses des 6 saisons qui viennent de passer. Et c'est très bien produit. C'est très très bien produit. Ça donne vraiment envie d'être écouté. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait.
Et dernier conseil, n'allez surtout pas sur Google+, il est mort avant-hier. Pour ceux qui éventuellement étaient sur Google+, ou qui éventuellement avaient oublié que vous aviez une page sur Google+, il est mort. Donc c'est tout ça pour vous dire aussi que les réseaux sociaux, c'est pas immortel. Entre MySpace qui a perdu toutes ses datas, des millions de morceaux de musique entre 2012 et entre 2013 et maintenant, des millions de musique, des millions de morceaux de musique de compositeurs qui avaient utilisé leur page Facebook, leur page MySpace pardon, pour en faire leur catalogue, et MySpace a tout perdu. Voilà, alors avec un laconique message du style excusez-nous, on est désolé, on a fait une migration de serveur et on s'est planté. Bon, admettons. En passant par, pas plus tard qu'il y a 3 jours, Mark Zuckerberg lui-même, qui a perdu des posts, des publications qui avaient été faites à l'époque sur sa propre page, en passant par Google+, avec beaucoup de marques qui à l'époque avaient investi dessus parce qu'on disait que c'était meilleur pour le référencement, et Google a dit on ferme. Donc voilà, merci, vous téléchargez vos données, puis merci, c'était sympa. Dites-vous un truc, les médias sociaux ne sont pas éternels. Aucun média social n'est éternel. Et donc pensez à un truc, ayez votre chez vous. Un site web, c'est quand même pas mal. Voilà.